Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes sur la base navale à Brest, accueillis par des marins brestois. Alors tout l'été, ils proposent de découvrir les coulisses de l'arsenal. Voyons tout cela. Mais juste avant, un point sur l'actualité du jour, préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Les obsèques d'Hélène Leclerc ont eu lieu ce mardi à Landerneau. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. L'épouse d'Édouard Leclerc, cofondatrice de l'empire de la grande distribution qui porte son nom, est décédée vendredi dernier à l'âge de 91 ans. L'usine de méthanisation Géotexia a été victime d'un violent incendie ce mardi matin dans la commune du Menet. Les flammes ont embrasé les 2000 m² du bâtiment mais n'ont blessé personne. En revanche, il y a un risque pour que les eaux d'extinction chargées en acide sulfurique se déversent dans le bassin de récupération des eaux de pluie. Il aura fallu mobiliser 44 pompiers et 8 lances à incendie pour venir à bout du sinistre. Énième épisode de la gronde des familles contre le trafic de drogue à Vannes qui multiplie leurs actions. Cette fois-ci, un panneau annonçant l'arrivée dans la ville de Vannes la stupéfiante overdose a été installé en bordure de la RN 165. De même que des autocollants ont été placardés près du rond-point du Palais des Arts. Ils ont été retirés ce mardi matin par les agents municipaux. Les protestataires sont excédés par le trafic de drogue qui a pris racine depuis de longs mois au parc Kermeskel. La saison de la pêche au thon Germont a redémarré à Douarnenez. 4 navires hauturiers irlandais y sont basés pour l'été et assurent l'essentiel des prises. La saison 2018 avait battu tous les records avec plus de 3000 tonnes débarquées contre un précédent record de 1800 tonnes en 2014. Un saisonnier pas comme les autres cet été à Lamballe, Tanou, 12 ans, 700 kg. Le postier breton est chargé cet été d'assurer l'arrosage des plantes, entraînant 1 tonne à eau de 600 litres, et le tout pour pas cher en essence, un seau de foin et des céréales aux 3 km. Le dispositif, largement salué par les passants, pourrait être pérennisé. Le centre d'accueil à la parentalité à Saint-Brieuc fête ses 20 ans d'existence. Il a aidé à ce jour près de 1500 familles, dont cette mère séparée de son mari. J'ai trouvé dans ce lieu à la fois pour moi une psychologue et un psychologue pour mon fils. Et ensuite j'ai découvert le café du jeudi avec donc les parents. Et là c'est des échanges sur ce qu'on vit. On parle de tout, de rien, on passe un très bon moment et c'est des professionnels à l'écoute qui sont toujours de bons conseils et on ne se sent pas jugé, c'est surtout ça. Ce lieu est confidentiel et gratuit. Il a été créé à l'époque à l'initiative notamment de 2 travailleuses sociales. Quand on arrivait avec un jugement du tribunal, on arrivait trop tard, tandis que là, on était ouvert au questionnement et puis surtout, on n'était pas dans la toute-puissance que donne un jugement, on était dans le partage. Et ça, au bout de 30-35 ans de métier, on avait envie de changer, vous voyez. Donc on a planté une petite étincelle, hein, et puis cette petite étincelle, elle est là aujourd'hui, 20 ans après, c'est formidable. Cette structure est financée en partie par le Conseil départemental des Côtes-d'Armor qui constate la multiplication de ces lieux sur le territoire. Alors, il y a Saint-Brieuc, Paimpol, il y a beaucoup d'associations qui font des aides à la parentalité aussi dans tout le département. Malheureusement, c'est assez méconnu et pas très visuel. Alors le conseil départemental aimerait voir la création d'un répertoire pour retrouver plus facilement ces structures d'aide à la parentalité dans le département. 60 éventails anciens sont exposés au musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis, une rétrospective unique à voir jusqu'en novembre. Je pense que c'est la première fois qu'en France on présente 7
typologies d'objets, c'est-à-dire les éventails brisés chinois, les éventails pliés, c'est ceux qui ont des feuilles, et puis les chinoiseries en complément. Les artisans français ont créé eux-mêmes des objets à la façon de la Chine. Une exposition bien gardée, comme tous les objets qu'accueille le musée de Port-Louis. Pour parer au risque d'incendie, une vingtaine de sapeurs-pompiers et de personnel du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan se sont exercés sur place. Objectif, mieux connaître les lieux et les collections. Comment faire pour préserver des œuvres, c'est-à-dire les protéger ou les évacuer avec toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer dedans. Ça sert pour le musée, pour savoir comment intégrer ces paramètres. Parce que des œuvres, certaines, il faudra les protéger, il faudra prévoir des bâches. Celles qui peuvent être évacuées, comment on fait pour les évacuer et où elles seront évacuées. C'est le musée qui doit établir le plan de sauvetage des œuvres. Il reste une liste pour les pompiers qui hiérarchisent les œuvres les plus importantes à sauver. Aujourd'hui, ils font des exercices pratiques et dans ces exercices pratiques, ils vont tenter de sauver 2 œuvres à partir des documents que l'on a pu réaliser, les fiches réflexes, les plans du musée, etc. Le musée de la Compagnie des Indes sert de premier test pour les équipes du SDIS 56. Les procédés pourraient bientôt être élargis aux autres musées du département pour protéger un maximum d'œuvres. Nous sommes à l'Arsenal de Brest, seconde base navale française après Toulon, en compagnie du major Didier. Bonjour, vous formez les guides ici qui accueillent jusqu'à fin août le public dans cette zone militaire. Alors pourquoi avoir décidé d'ouvrir les portes de cette base ? Tout simplement pour faire connaître la marine au public. Le public nous en apercevons, de plus en plus intéressé par l'armée et en l'occurrence la marine. Comment vous avez souhaité mettre en place cette visite ? Quels sont les points d'orgue ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir et découvrir ? Les guides baignent les visiteurs dans l'histoire de la base navale. Il faut savoir que cette base navale est historiquement très riche. Elle date de 1600. Alors voilà, exactement, c'est ça, 1631. C'est Richelieu qui a donné l'impulsion de la construction du port militaire. Effectivement, Brest, vu sa position stratégique par rapport à l'Angleterre, la fortification de la base navale a été continuée à l'issue par Colbert. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions ici, c'est-à-dire que la base s'est étalée, étoffée ? Alors il faut savoir qu'à l'origine, en 1630, le port militaire était sous le château de Brest. Petit à petit, avec bien entendu au cours des années, avec l'apparition de la marine avec des bâtiments en fer, avec l'apparition de la vapeur, il a fallu plus de place. Tout doucement, nous avons vers les années 1880 dégagé la marine de commerce vers le port de commerce qui a été créé à Brest. Ensuite, la marine a gagné de la place, vous voyez, tout ce que vous voyez avant, tout ce que vous voyez là a été gagné sur la mer. Il faut le dire qu'en 1631, ici, il n'y avait que des grèves, des plages de galets avec des petits villages de pêcheurs. Alors ici, c'est une ville dans la ville. Combien il y a de personnes qui se rendent chaque jour travailler ? Sur cette base, il y a à peu près 12 000 personnes qui travaillent. Il y a bien entendu des civils et des militaires. On compte environ 2 tiers de militaires et 1 tiers de civils. Et puis, fin de la visite, nous sommes sur le quai des Flottilles, sur un navire, le Tétis. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur au public. À chaque fois que c'est possible, nous essayons de faire visiter un bâtiment au public. En fin de compte, les gens, ils viennent ici pour regarder les bâtiments de guerre. C'est ça qui les intéresse. Je rappelle que les bâtiments de la Marine nationale vont être renouvelés petit à petit, comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez constater aussi que dans l'arsenal, il y a énormément de travaux. C'est-à-dire que toute l'infrastructure à l'heure actuelle est en train de se moderniser. Donc renouvellement de l'infrastructure, renouvellement de la marine de combat. Voilà, la marine se modernise en un mot. Et les jeunes, justement, devant ces frêmes-là que vous avez vus, ne sont pas avares de questions. Et ils ont bien raison. Nos guides sont là pour leur répondre. Nos guides sont là pour leur parler de la vie de marin. Et nos guides aussi sont là pour leur montrer les métiers de la marine. Les métiers qui sont très nombreux. Le public est accueilli chaque jour par des marins que vous formez. D'abord, combien sont-ils à se relayer tout cet été ? Alors oui, nous avons des jeunes guides. Il faut savoir que la marine propose des jobs d'été. Donc actuellement, nous avons une trentaine de jeunes guides, des étudiants qui sont répartis équitablement sur juillet-août. Ah oui, donc ce sont des civils, ce ne sont pas du tout des marins. Ce sont des jeunes étudiants qui sont réservistes en fin de compte. Merci beaucoup, Major Didier. Et écoutez, maintenant, on va poursuivre la visite et aller parler avec le public.
qu'est-ce qui vous a le plus marqué, madame, dans cette visite de la base navale? Les bâtiments, les nouveaux bâtiments. Donc moi je suis fille d'anciens militaires, donc je connais un peu certaines choses. Mais les nouveaux bâtiments, tout fermé, ce bâtiment derrière là, le blanc, avec tous les... Et puis bon, le contact avec les marins, bien sûr. C'est la fin de la visite et donc c'est ici que s'achève pour nous aussi l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec votre actualité demain à 19h. Excellente soirée à tous. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.